plonge aujourd'hui dans une situation absolument explosive au Yémen. Un allié majeur vient d'être mis à la porte par le gouvernement. Les Émirats arabes unis sont dehors. C'est un retournement de situation assez spectaculaire. Et ce qui est fascinant avec les sources qu'on examine, c'est qu'elles présentent cet événement non pas comme une surprise, mais comme l'aboutissement logique d'une trajectoire. Ah oui, oui, oui. Pour elles, c'est la confirmation d'avertissements qui sont lancés depuis des années par une autre puissance régionale, l'Algérie. Exactement. Et c'est là toute la question qui va nous occuper. Comment cette crise au Yémen est utilisée pour valider la politique étrangère algérienne? L'un de nos documents va même jusqu'à dire que l'Algérie possédait une sorte de radar politique qui a vu venir ce choc de très très loin. C'est une affirmation forte quand même. Notre mission, ça va être de décortiquer cette thèse. On va d'abord poser les faits. Que s'est-il passé précisément au Yémen? Et ensuite, on analysera comment cette perspective algérienne s'est construite et pourquoi, selon cette lecture, les événements lui donneraient raison aujourd'hui. Parfait. Alors, commençons par le début. Le catalyseur. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur le terrain pour qu'on en arrive à une rupture aussi brutale? Alors, le gouvernement du président Halimi a publié une décision, la numéro 9 de l'année 2025, et c'est un véritable coup de tonnerre. Elle annule purement et simplement l'accord de défense conjoint avec les Émirats arabes unis. Carrément. C'est un trait tiré sur l'alliance, quoi. Exactement. Le gouvernement yéménite dit « stop, c'est fini » et il le fait de manière unilatérale. Une annulation unilatérale. Et pour les troupes émiraties qui sont encore sur place, j'imagine qu'on ne leur a pas simplement dit de plier bagages. Absolument pas. L'ordre a été assorti d'un ultimatum. Un ultimatum. Oui, quitter l'intégralité du territoire yéménite, y compris l'île très stratégique de Socotra, sous 24 heures. 24 heures. Ce n'est pas une demande, c'est une expulsion. Et pour justifier ça, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence en accusant frontalement les Émirats de soutenir une rébellion. Attendez, c'est là que je trouve que l'analyse bascule. On passe d'un conflit au Yémen à une thèse sur la diplomatie algérienne. Comment la source fait ce lien? Ce n'est pas évident de prime abord. Le lien, selon cette thèse, c'est que l'Algérie n'a en fait jamais cru à la version officielle de l'intervention émirati. C'est-à-dire? Pour Alger, les Émirats n'étaient pas un partenaire venu restaurer la stabilité, mais, et là je cite, un clou dans le cercueil de l'unité arabe. Waouh! La vision présentée, c'est celle d'un pays qui sert des agendas de démantèlement, de guerre par procuration et d'alignement dangereux avec l'agenda sioniste. Ce sont des mots incroyablement forts. Agenda de démantèlement, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que la source apporte des preuves? La preuve, selon cette lecture, elle réside dans les actions mêmes des Émirats sur le terrain. L'objectif n'aurait jamais vraiment été de restaurer le gouvernement légitime, mais de construire un empire de ports et de bases militaires. Pour contrôler les routes maritimes? Précisément, ils auraient soutenu des milices séparatistes dans le sud, non pas pour combattre les Houssis, mais pour contrôler des points névralgiques comme Aden ou l'île de Socotra. La source oppose ici deux logiques. Le projet de stabilité qu'elle attribue à l'Algérie face au projet de chaos créateur qu'elle prête aux Émirats. C'est une lecture très manichéenne. Mais si on se plaçait du point de vue émirati un instant, on pourrait argumenter que c'était une nécessité tactique, non? Pour sécuriser des zones contre les Houthis et d'autres groupes. C'est l'argument qu'Abu Dhabi a toujours avancé, en effet, une approche pragmatique. Mais la thèse que nous analysons rétorque que ce pragmatisme est devenu une stratégie à part entière qui a fini par menacer non seulement le Yémen, mais aussi les intérêts de leur principal allié, l'Arabie saoudite. Et c'est là que ça devient fou. Justement, l'Arabie saoudite et les Émirats, c'étaient les deux piliers de cette coalition. Comment en sont-ils arrivés au point où leurs propres alliés se tirent dessus? La source parle d'une escalade sans précédent. Elle cite des événements très précis, comme le ciblage de véhicules blindés liés aux Émirats par des drones. Des drones? Probablement opérés par des forces pro-saoudiennes, oui. On n'est plus dans le désaccord en coulisses, là. C'est un affrontement militaire. Ce qui est dingue, c'est que ça veut dire que l'alliance s'est complètement cannibalisée de l'intérieur. Comment l'Arabie saoudite en est-elle arrivée à voir les Émirats comme une menace? L'analyse suggère que Riyad a réalisé, mais avec beaucoup de retard, que l'agenda émirati menaçait sa propre sécurité nationale. Ah, d'accord. L'idée de voir un État séparatiste, armé et financé par Abu Dhabi, s'installer à sa frontière sud, c'est devenu un cauchemar stratégique pour les Saoudiens. Donc les Saoudiens se seraient sentis trahis. Ils ont compris que les Émirats jouaient leur propre partition. C'est exactement la thèse. Et la rupture a été consumée quand Riyad a décidé de reprendre la main.
La source parle de la mise en place d'un blocus aérien, maritime et terrestre sur tous les accès contrôlés par les Émiratis. Et il y a aussi ce transfert des camps militaires. Oui, les milices soutenues par les Émirats ont été délogées au profit des forces du bouclier de la nation. Il faut qu'on s'arrête sur ce nom, le bouclier de la nation. C'est qui exactement? Des troupes régulières? Pas tout à fait. Ce sont des unités yéménites, oui, mais entraînées, équipées et financées quasi exclusivement par l'Arabie Saoudite. Leur loyauté va d'abord à Riyad, à l'argument central. En quoi tout ce chaos valide la position algérienne? La thèse repose sur plusieurs piliers. Le premier, ce sont des principes, considérés comme immuables dans la diplomatie algérienne. D'abord, le refus absolu de l'ingérence dans les affaires d'un autre État. Ensuite, la défense acharnée de la souveraineté nationale. Pour Alger, l'intervention au Yémen était donc une erreur dès le premier jour. Une violation de ces deux principes, oui. C'est une position très claire. Mais on pourrait se demander si la source ne verse pas un peu dans la géographie. D'autres pourraient y voir une forme d'isolationnisme qui a tenu l'Algérie à l'écart, pour le meilleur et pour le pire. C'est une critique qui est souvent faite, c'est vrai. Et la source tente d'y répondre. Elle affirme que ce n'est pas de l'isolationnisme, mais une politique d'indépendance stratégique. Et cette indépendance, elle ne repose pas que sur des mots. Elle s'appuie sur du concret. Oui, sur une force très concrète, une armée puissante, classée parmi les plus importantes au monde, avec un budget de défense qui dépasse les 20 milliards de dollars. C'est un point clé. La source nous dit en somme, les principes, c'est bien, mais sans la capacité de se défendre, ça reste de la rhétorique. Précisément. L'idée est que l'Algérie a les moyens de sa politique. Mais ce n'est pas le seul pilier. La source met aussi en avant une légitimité historique. En rappelant son passé de médiateur. Exactement. L'exemple classique, c'est l'accord d'Alger de 1975 entre l'Iran et l'Irak. Et la source mentionne un autre élément, la question de la normalisation avec Israël. Comment ça s'intègre là-dedans? C'est présenté comme un point de fracture idéologique majeur. Il faut qu'on précise, quand on parle des accords d'Abraham, on parle de cette vague de normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes, dont les Émirats en 2020. Merci pour la précision. Eh bien, la source interprète ces accords non pas comme un pas vers la paix, mais comme, je cite, un cheval de Troie pour fragmenter la position arabe. Un cheval de Troie? Oui. Dans cette lecture, la normalisation était un moyen pour les Émirats de s'aligner avec une autre puissance pour remodeler la région à leur avantage, en contournant les capitales arabes traditionnelles. L'Algérie, en s'y opposant, se serait positionnée comme gardienne d'une certaine orthodoxie panarabe. On a donc les principes, la puissance, l'histoire. Mais il y a un dernier point, peut-être plus personnel, que la source évoque. Oui, et c'est sans doute le plus important pour comprendre la psyché de cette diplomatie, c'est l'expérience de la décennie noire. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Pourquoi cette période est-elle si fondamentale pour comprendre sa politique aujourd'hui? La décennie noire, dans les années 90, c'est une guerre civile d'une violence inouïe. Près de 200 000 morts. C'était un conflit interne, mais avec des financements, des soutiens venus de l'étranger pour les différents camps. Et l'Algérie en a gardé un traumatisme profond. Une conviction absolue. L'intervention extérieure, qu'elle soit financière, politique ou militaire, c'est le véritable carburant des guerres civiles. Cette expérience lui aurait donné une sorte de vaccin contre la tentation de l'ingérence. Vu comme ça, on comprend mieux pourquoi sa position est si rigide. Ce n'est pas théorique, c'est gravé dans sa propre chair en quelque sorte. Exactement. C'est ce qui, selon l'analyse, lui donne une crédibilité particulière quand elle met en garde contre la fragmentation du Yémen ou de la Libye. Elle sait ce que ça coûte. Pour conclure cette exploration, le récit qui nous est présenté, c'est donc celui d'une forme de validation par les faits. Une position longtemps vue comme isolée, qui verrait les événements confirmer la justesse de ses analyses. C'est exactement ça. L'idée centrale du document, c'est que les alliances basées sur des intérêts étroits, comme celle entre Riyad et Abu Dhabi, sont par nature instables. Elles sont vouées à l'effondrement. Oui, elles finissent toujours par imploser sous le poids de leurs propres contradictions. Alors que la position algérienne, parce qu'elle serait fondée sur des principes intangibles, elle tiendrait la route. C'est la conclusion de la thèse. Elle la présente comme une référence morale et politique. Le document utilise d'ailleurs une métaphore très forte. Oui, c'est presque poétique, l'Algérie comme la boussole de la vérité dans le brouillard des crises arabes. C'est une image qui résume bien l'analyse, mais qui sonne aussi un peu auto-célébratoire, non? C'est certain, et il faut garder cette distance critique. La formule est la conclusion d'une analyse qui est clairement orientée. Mais elle illustre bien la pensée de l'auteur. Dans une région où tout semble mouvement, cette constance offrirait une direction. La débâcle au Yémen est vue comme une leçon brutale. En somme, l'histoire finirait par donner raison à ceux qui attendent, qui observent,
plutôt qu'à ceux qui se jettent dans des aventures extérieures. C'est l'idée, que la réalité du terrain finit toujours par s'imposer. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question à méditer. Si, comme le suggère cette analyse, ces alliances s'effondrent, à quel type de nouveaux alignements peut-on s'attendre? Est-ce qu'on va voir émerger un bloc de pays non alignés au Moyen-Orient? Et quel rôle y joueront ces nations qui ont maintenu cette forte indépendance? Est-ce qu'elles deviendront les nouveaux arbitres ou est-ce que leur prudence les condamnera à rester en marge des grandes manœuvres? La question reste ouverte.